Bonjour et bienvenue à Tous aux oiseaux, la balado-diffusion qui vous parle des oiseaux du Québec en français. Gaspard Tanguay-Labrosse au micro, cette balado est une présentation de Québec Oiseaux. La chaleur de l'été est maintenant bien installée parmi nous, avec heureusement le bonheur de voir les oisillons hors du nid et même les adultes qui tentent parfois une deuxième nichée. Les premiers migrateurs en dispersion post-nuptiale devraient commencer à arriver tranquillement et des surprises sont certainement à prévoir au cours des prochaines semaines partout au Québec. J'espère que vous nous écoutez peut-être en chemin vers des vacances bien méritées au cours desquelles vous comptez faire un peu de place aux oiseaux. Ce sera probablement le cas pour moi. Pour notre épisode du mois de juillet, on a opté, comme c'est l'été, pour un concept un peu plus léger, avec une discussion un peu plus informelle avec Camille Dufresne, mais je pense qu'il contient quand même certaines informations intéressantes. Camille est chroniqueuse régulière dans le magazine Québec Oiseaux. Elle tient la chronique Côté court, côté jardin, et elle nous a accueillis encore une fois dans son jardin à Lennoxville. Vous entendrez même la voix de mon fils aîné qu'on essaie d'initier tranquillement à l'ornithologie, comme vous l'avez peut-être entendu au cours d'un épisode précédent sur les enfants et l'ornitho. Je ne sais pas comment le montage va être fait, mais j'ai bon espoir aussi que vous allez pouvoir entendre quelques chants d'oiseaux. J'espère donc que cet épisode plus terrain, disons, vous plaira. Bonne écoute! Oui! Wow, c'est des mini-jumelles! Oui, exprès pour toi. Ici, c'est un paradis des oiseaux, c'est un jardin. Alors ce soir, j'ai la chance, encore une fois, puisque on en a fait une habitude, on peut dire, d'être dans le jardin de Camille Dufresne. Camille qui est notre chroniqueur cours et jardin au magazine Québec Oiseaux. On est à Lennoxville. C'est le début juillet. Je ne sais pas encore quand est-ce qu'on va utiliser cette conversation-là pour la balado-diffusion. Donc on est au début juillet. À la fin d'une journée très chaude, je crois qu'en Estrie, la température est montée peut-être à 31, 32. Oui. Donc, et là, on profite du jardin à la fraîcheur. Il est à peu près 6h30 le soir. Donc, Camille, toi, tu veux nous parler un peu justement, alors, du mois de juillet, qui est un peu un mois assez mal aimé des ornithologues, parce qu'il se passe comme rien, entre guillemets, en juillet. La migration de printemps est terminé. Il y a vraiment plus de déplacements. Puis les premiers oiseaux qui vont revenir, là, le début de la migration de retour se fait généralement vers le mois d'août. Ça commence. Il commence à y avoir des petites choses qui se déplacent, qui reviennent. Mais donc, qu'est-ce qu'on fait en juillet? Puis comment toi, tu abordes cette période-là de l'année? Bienvenue à toi. Je suis contente que tu vois mon jardin durant la période de l'été. C'est très luxuriant. Et puis, je pourrais commencer par décrire un peu le jardin aux auditeurs. Mon jardin est en partie clôturé à cause d'un petit troupeau de chevreuils d'une douzaine d'individus qui parcourent mon terrain. On en a vu par ailleurs en arrivant. Oui. Sur la rue, on a vu un beau mâle. Oh! Pour le plus grand bonheur de mon fils, qui était pas tellement loin avant de tourner le coin, mais je peux témoigner. Ils sont là. Le soir, en tout cas, ils sont actifs. Oui, et les gens se plaignent beaucoup de tout ce qu'ils viennent manger dans leur jardin. Alors, ça fait 20 ans, j'ai clôturé 45 par 30 à peu près de mon grand jardin. C'est moi, finalement, qui est dans un exclos, comme on fait à l'île d'Anticosti, pour préserver la végétation des chevreuils. C'est à peu près la même chose que je fais ici. Je vis dans une clôture. Mais ça vaut la peine parce que j'ai une seule immense plate-bande qui contient des annuelles, des vivaces indigènes, des arbustes fruitiers. Puis autour de la clôture, qui est presque plus apparente, j'ai des grimpants, des arbustes fruitiers, des mélèzes et puis la vigne à raisin, toutes sortes de végétaux pour les oiseaux. Ce que vous entendez peut-être en arrière-plan aussi, c'est que l'été, j'ajoute des bains d'oiseaux, des bassins, des assiettes avec de l'eau. On s'était rencontrés l'année dernière. On a fait vraiment le tour de tous tes bassins, justement. Et c'est un épisode spécial là-dessus. C'est toujours aussi populaire. Surtout quand il fait chaud, je change l'eau bien des fois tous les jours. Les oiseaux viennent se baigner, surtout le merle d'Amérique, le brun chanteur, les mésanges. Ils en profitent vraiment. Alors ça, c'est un peu l'ensemble du territoire. Du terrain. Et ce qui est intéressant en juillet, puis que je dis souvent à mes amis, c'est que c'est vraiment le temps dans notre jardin de rien faire.
de s'asseoir et d'observer les oiseaux au jardin. Et c'est surprenant de constater qu'ils sont ici. Ils sont plus discrets, mais ils sont très occupés à nicher, à trouver des partenaires, à faire leur bébé, à refaire une deuxième nichée. Alors, ils sont très, très actifs quand même. Et si on prend le temps de vraiment les observer et les suivre dans leur péripéties, on découvre des comportements fascinants des oiseaux. J'ai aussi cette année amélioré un peu le système dans le sens que j'ai gardé une mangeoire avec des graines de tournesol. Ah oui. Celle qui est à gauche. Puis celle à droite, c'est tout simplement un plateau qui a un toit où habituellement je mets des graines, mais là, j'ai fixé une petite cage dans laquelle on insère un bloc de suif pour voir qu'est-ce que les oiseaux allaient faire. J'ai dit, ça ne sera pas populaire, les oiseaux ne mangent pas de gras en été. Et c'est incroyable, c'est tellement populaire. Je pense que les oiseaux ont un faible pour le gras parce que c'est là qu'on voit je change le cube de gras aux 2 jours. Ah oui, OK. Et puis, c'est effrayant. Les oiseaux, ils adorent ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les adultes amener les petits pour leur montrer, c'est ici le suif, et voici comment se nourrir. OK. Alors, on voit des comportements très intéressants selon les individus. Ça, ce qu'on entend, c'est une paruline noir et blanc. Ah. Je pense bien. J'ai quelques parulines qui s'approchent. J'ai l'impression que ça doit être les bains d'oiseaux ou les insectes dans le jardin surtout qui les attirent. C'est des insectivores. Eux autres, ils viennent pas ni aux graines ni au gras. Oui, bien aussi, tu as quand même l'entend. des grandes... Des grands comme conifères. Des grands pins, pas oui, tellement... j'ai des grands tellement, pins. ouais, je ne sais pas s'ils sont sur ton terrain ou chez ton oui, voisin. Ils sont à moi. Oui, ils sont sur mon terrain. Et puis, ça attire beaucoup les oiseaux insectivores, mais ils font juste passer, ils viennent voir, puis ils mangent 2-3 insectes, puis ils retournent dans le bois en arrière. Dans les espèces qui sont intéressantes, je trouve, il y a le moqueur-chat. Le moqueur-chat niche ici depuis seulement 2 ans. Et là, je suis en train de penser, ce que je constate, c'est que je pense qu'il fait même une deuxième nichée. Déjà, on est début juillet, puis oui, il est déjà rendu là. Oui, parce que leur comportement a changé. Ils sont un couple, ils viennent régulièrement, toute la journée, manger du suif. Ah oui, c'est ça, parce que j'allais dire, ils ne mangent pas... Ils ne mangent pas de graines du tout, Ils du mangent tout. du tournesol. Naturellement, ils chassent les insectes, beaucoup. Et c'est un mordu des camerises. J'ai 2 buissons de camerises devant toi. Et ça fait des fruits. Ils commencent les fruits début juin. Et il n'y a pas une camerise qui peut devenir à maturité bleue et sucrée Donc, tu ne fais pas de confiture. tant qu'il est là. Fait que je ne fais pas de confiture de camerise. Puis, ça attire aussi les merles, les jasères, les bruins chanteurs que j'ai eu la grande surprise de découvrir que c'était des frugivores en été. Ils mangent des camerises puis ils mangent des amélanchiers, ce qu'on ne penserait pas. Fait que ça, c'est ça qui est intéressant. Il est vraiment là souvent, tant qu'il y a des fruits. Là, on est rendu à l'étape amélanchier. On les voit, les petits fruits rouges là-bas. Ils vont devenir bleus. Ils viendront jamais bleus. Chez moi aussi. Oui, ils viennent jamais bleus chez nous. Ils sont tous mangés avant. Ah, avant, OK. Et puis les oiseaux les mangent rouges. Alors, il n'y a pas... Ah oui, il n'y a pas vraiment il y a pas de façon... Ils n'attendent pas d'avoir les fruits bleus. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont eu un petit. Le petit leur ressemble comme 2 gouttes d'eau, déjà, sauf qu'il n'y a pas le même comportement. Il crie, puis il appelle ses parents partout. Et ses parents s'en fichent. Ils viennent même pas le voir, ils viennent pas le nourrir. Ils sont passés à une autre étape. Et le petit passe ses journées à chercher ses parents. Alors, quand lui a appris à se nourrir au gras, fait qu'il vient se nourrir, tant qu'il est là, les adultes ne viennent pas. On dirait qu'ils fuient le petit, ils veulent plus le voir. Et eux autres ont recommencé, moi je dirais, le mâle et la femelle, à se nourrir ensemble et à s'en aller vers le bosquet de tuya qu'il y a en arrière de nous, qui est l'endroit où ils nichent. Fait que j'ai l'impression qu'ils ont peut-être reparti une deuxième nichée. Puis quand ils repartent une deuxième nichée, bien, il faut que le petit s'en aille puis il vole de ses propres ailes, c'est le cas de dire. Oui, éventuellement, peut-être même que les parents vont le chasser. Ah, ils ne tiennent pas compte de lui du tout. Ils répondent pas à ses appels, ils viennent pas le nourrir. Il est laissé à lui-même. Alors que d'autres espèces d'oiseaux, par exemple, les mésanges à tête noire, sont 5 actuellement. Je pense qu'il y a 3 bébés et 2 adultes. Et eux autres, ils se tiennent en tribu. Ils viennent manger le matin, les 5 ensemble, puis ça jase. Blablabla, puis tu les entends crier, là, puis là, ils cherchent partout, puis ils se promènent dans les bains d'eau. Ils sont très, très actifs en gang. Puis ils se tiennent en gang. Je sais pas s'ils font une deuxième nichée, mais là, en ce moment, ils sont vraiment ensemble. Puis les bébés n'ont plus de duvet, rien. Ils sont vraiment adultes. Ils ressemblent... La seule façon de les reconnaître, c'est qu'ils frétillent des ailes quand ils veulent se faire nourrir. Ah oui, et les adultes les nourrissent encore. Voit, même des fois, quand plus tard en saison, au mois d'août ou au mois de septembre, même des fois, on voit
les bébés qui ont ce genre de comportement-là, puis on se demande s'ils n'ont même pas commencé à se déplacer ou à migrer avec les adultes, mais ils continuent à maintenir des comportements Oui, de puis bébés. Oui. ils deviennent pas... Chaque espèce n'a pas l'air à devenir aussi indépendante au niveau des juvéniles que d'autres. Les mésanges à tête noire restent avec leur famille très longtemps, alors que tu vois, le moqueur-chat que j'ai vu, lui, c'est va-t'en faire ta vie de moqueur-chat et laisse-nous tranquille. Puis il est tout seul. Il n'y a pas des frères et sœurs, rien. Il est vraiment seul, puis il passe ses journées à crier dans le bosquet puis à appeler ses parents. Fait que ça, c'est vraiment très différent. Et ça, c'est nouveau. Je connaissais pas ça, le moqueur-chat de ce côté-là. Une de tes mésanges, je sais pas si les autres vont venir, qui est là, qui arrive dans le sud. Oui. Oui, puis il y en a un autre là. Oui, puis c'est toi. Ah, ouais, voilà. Il devrait recommencer. Quand il a fait très chaud, tu vois, son 3, 4. Ah oui, c'est Oui, vraiment oui, c'est la tribu. Je les entends de plus en famille chanter. Ils se jasent beaucoup, beaucoup l'un l'autre, les mésanges, puis ils gardent beaucoup, beaucoup contact. Fait que ça, c'est différent du moqueur-chat, qui est un peu plus indépendant, regarde. Ils aiment beaucoup une petite mangeoire qui est accrochée après la corde à linge. Pourtant, c'est celle que je trouve qui est le plus difficile à atteindre, mais parce qu'il faut que ça grippe. Mais ils ont l'air à l'aimer beaucoup. Puis ils viennent toutes les 5 sur la corde à linge. Ah! Toutes les 5. C'est vraiment toute la famille, là. Fait que ça, c'est intéressant. Puis ce qui est surprenant aussi, c'est que ils viennent toute la journée. Même quand il fait très chaud, il y a la période vraiment de canicule à midi où est-ce que, plouf, tu les vois plus, ou ils vont aller se baigner. Mais le reste du temps, c'est le matin ou le soir jusqu'à la noirceur. Puis ils nichent dans le coin. J'ai compté vite, parce que tu t'en venais me voir, j'ai compté vite combien d'espèces j'avais autour, plus que juste une petite paruline une fois de temps en temps. J'ai 25 espèces d'oiseaux. Soit nicheurs, ou soit qui viennent régulièrement manger ou manger des camerises, mais qui sont là vraiment souvent. Une journée dans ton jardin, comme là, il y a une tourterelle qui vient de se percher sur le toit. Est-ce que tu veux manger le suif, elle aussi? À Picard, il y a des graines dans le suif. Fait que je ne sais pas si elle préfère le gras ou les graines, mais effectivement, ils sont 3 jusqu'à 6. Ça dépend des moments, puis ils viennent manger dans le gras. Ce que j'aimerais beaucoup que tu vois, c'est ma vedette. J'ai un pic à ventre roux qui niche ici depuis quelques années. Et puis, j'ai vu cette semaine son jeune. Puis je lui ai dit que tu venais. Alors, j'espère qu'il va venir à soir parce que c'est rare, on n'en a pas habituellement. Mais à Lennoxville, depuis quelques années, j'ai 2 autres places dans le village où est-ce que les gens en ont puis ils ont niché. C'est comme une espèce en expansion, je sais que même en Mauricie maintenant, jusqu'en Mauricie, là, à la pointe de Yamachiche, entre autres, il y en a qui nichent. Puis c'est tranquillement pas vite. Ils font leur chemin vers le nord puis vers l'est du Québec. Oui, puis ils semblent bien adaptés mais la femelle disparaît à l'automne. Pour l'hiver, je garde juste le mâle. Puis la femelle, je sais pas où est-ce qu'elle va. Puis ça fait 2 étés de suite qu'elle revient au printemps, puis ils font un petit. Puis là, on voit le petit à la mangeoire. Avec ses parents. Oui. Mais des fois, des espèces comme ça, c'est assez fréquent que les mâles ont comme un incitatif, étant donné que c'est eux qui doivent défendre le territoire, de trouver un bon spot pour nicher, ont comme un incitatif de rester pendant l'hiver, alors que la femelle, s'il y a moins de nourriture, peut très bien se permettre de s'en aller puis de revenir plus tard. Puis de revenir, oui. De toute façon, au pire, elle changera de mâle si c'est plus mal que le bon territoire. Mais je me demande toujours où eux autres passent l'hiver, parce qu'ils sont quand même plus fragiles à l'hiver puis au grand froid que nos pics mineurs puis chevelus. Ils doivent aller dans la forêt, ils doivent aller dans des trous d'arbres. En tout cas, mais l'hiver, il est là tous les jours au gras. On entend les mères chanter. Les tourterelles se chamaillent d'ailleurs à ton plateau. Là, il y en a une qui a essayé de venir, puis l'autre tourterelle ne l'a pas laissé. Non, c'est ça. Comme des traits. Ah oui? Tu vois quoi, toi? Un oiseau. C'est une tourterelle triste. Oui, je crois. J'en vois 2. T'en vois 2? Ah ben c'est bien. Qu'est-ce que c'est les comportements intéressants? Est-ce qu'il y a des choses, admettons, à chaque année qui te surprennent? Des oiseaux auxquels tu t'attendais pas? Oui, cette année, c'est vraiment le moqueur-chat qui m'a surpris. Le troglodyte familier est intéressant aussi. Au début de mes premières années ici, j'en avais pas du tout. Et puis là, ma voisine et moi, on en a chacun un couple. Puis eux, c'est la fébrilité totale. C'est vraiment l'hyperactif total. Là, il est en train de faire sa 2e nichée. Il a changé de nichoir. Il s'est retrouvé une autre femelle, puis il est reparti encore pour une autre gang de bébés.
Et ok. puis, mais j'ai manqué cette année. Ils nichaient au fond du terrain. Puis je surveillais plusieurs fois par jour parce que je voyais il y avait plusieurs bébés parce qu'on les entendait crier. Puis les adultes nourrissaient, j'ai compté à un moment donné, aux 6 secondes. Les deux adultes nourrissent les bébés. Et aux 6 secondes, il y en a un qui rentrait dans le nichoir pour nourrir les bébés. Hop là. Fait que ça mangeait vrai. J'ai dit, ils vont sortir bientôt, sinon ils seront pas capables de sortir. Oui, ils vont devenir trop gros. Et ils sortaient C'est dur à dire pour un le troglodyte. sac fécal. Ben oui, c'est ça. Ils sortaient le sac fécal. Fait que je disais, bon, mais ça s'en vient. Et un matin, je suis arrivée, j'ai dit, ils sont partis. Ah, puis ils étaient Plus rien. Il y avait plus de bruit. Puis quand ils partent, je sais pas où ils vont. Ils vont dans la forêt et on ne voit jamais un jeune de troglodyte. Jamais. Ils disparaissent. Ils sont comme indépendants complètement ou... Je sais pas. Puis s'ils crient, on les entend pas. Ils viennent pas dans le jardin. Pourtant, il y a plein d'insectes dans le jardin. Puis là, mais le mâle recommence à chanter, lui, puis il recommence à chercher tout de suite, la journée même. Il recherche un autre endroit pour nicher, pour faire sa deuxième nichée. La journée où ils sont partis. Ah oui, lui, il perd pas de temps. Fait qu'il est reparti son affaire, puis... Puis il a essayé de se trouver une autre femelle ou peut-être la même femelle, on il sait a pas été quelques jours, tu vas voir le mokarcha, il est dans l'amélanchier. trop. Ah, je vois la mélanchie. Oui, puis il a bougé, puis on vient de l'entendre. Et puis le troglodyte a été seul 2-3 jours à chanter. Et puis, j'aime moins ça parce que quand il commence à chanter, c'est à 5h moins quart le matin. Ah, ça chante fort en plus. Il chante Fait que le fort titre familier, en dessous c'est de un la oiseau qui fenêtre chante de fort. chambre à coucher. Il se perche sur le pain à 5h moins quart du matin. Et c'est sans arrêt toute la journée. J'avais vraiment hâte qu'il trouve une femelle. Ah oui. Ça a pris comme 2 jours, puis il y a une femelle qui est arrivée, puis qui a choisi le même nichoir que lui avait décidé. Là. C'est lui qui décide un peu au début où est-ce qu'il met des branches. Fait que c'est ça. Là, ils sont repartis pour une deuxième nichée, puis il est plus calme. Il crie encore, mais c'est plus tard que 5h moins quart. Mais c'est un peu tôt, 5h moins quart, là, par le troglodyte. Ça, c'est... Ben, c'est l'inconvénient d'avoir des oiseaux à la maison, des fois, c'est que ça... Ouais, fait que c'est ça qui est intéressant. Puis, en fait, je réalise, regarde, on voit on voit que ça bouge. la mais je mélanchier vois pas pour bouger. l'instant, là. Oh. Attends un peu. La mélanchier pour le mokarcha, il n'est pas pratique parce que les branches sont molles. Hein? C'est pas Ouais, un gros arbre. C'est pas un arbuste Et très dense. Là. il y a de la misère à se percher, fait qu'il saute pour attraper les amélanges. Alors que le brun chanteur, lui, ça fait de la photo superbe. Il se nourrit. Oui, c'est ma famille. J'ai une famille de corneilles dans la forêt. Ça, c'est pas drôle non plus. Oui, ça peut réveiller. Oui, ça réveille, mais ils sont actifs aussi. Avoir une famille de corneilles sur notre terrain, ce que ça fait, c'est qu'il y a moins d'oiseaux prédateurs. Il y a moins de chats dans la cour, je suis certaine, parce que dès qu'il y a un chat qui arrive dans la cour, eux autres, ils nichent aussi, pas loin. Les chats, vous les dites, tu veux dire les corneilles? Et puis les corneilles Ah oui, les viennent... messages à tête noire. Oui. Puis les corneilles se mettent à crier. Ils avertissent tous leurs chums autour. Ils se retrouvent à 5-6 corneilles, puis ils font fuir les intrus. Que ce soit un oiseau de proie, un chat. Une fois, c'était une marmotte, pas une marmotte, un raton laveur. Je sais pas qu'est-ce qu'il leur avait fait, mais ils l'ont harcelé jusqu'à temps qu'il parte. Mais tous les prédateurs potentiels pour les nids, pour les petits, pour les oisillons, j'imagine, ne sont pas les bienvenus. Ça doit être des... Oui, puis c'est les oiseaux qui vraiment surveillent les environs. Puis vraiment, là, il n'y aurait pas d'autres corneilles qui viendraient. C'est cette famille-là qui est ici. On voit aussi, comme le pic à ventre roux, j'avais lu que son habitude, lui, c'est qu'il prend de la nourriture puis il va la cacher partout, mais à toute période de l'année. Ah oui, OK. Et moi, j'ai dit, voyons, il prenait du gras puis il s'en allait. Il prenait du gras puis il s'en allait. Moi, je disais, voyons, il ne peut pas nourrir un petit à partir du début mai jusqu'au début juillet. Là. Ce petit-là doit avoir grandi. Surtout un seul. Un seul. Il continue de cacher de la nourriture. Finalement, il gaspille du gras, là, parce que le gras ne doit pas être bon jusqu'à l'hiver. Peut-être qu'il y a d'autres animaux après qui le récupèrent. Oui, j'espère. Les citelles, entre autres. Ah oui, qui trouvent ces sources-là de nourriture. Oui, parce que même l'été, j'ai les 2 citelles, poitrine rousse puis poitrine blanche. J'ai la mésange bicolore qui niche chez ma voisine. Je ne sais pas pourquoi qu'elle ne niche pas ici, mais elle niche chez ma voisine. Ah, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie dans l'air. Et puis, j'ai 4 pics. Ma découverte aussi cette année, c'est le pic maculé qui fréquente le gras aussi. C'est la première fois que je vois ça, parce que lui, d'habitude, il mange la sève de tous mes arbres. Là. Il a tué quelques arbres par le passé.
Et puis, c'est un insectivore. Ah oui, toi qui es jardinière, là, parce que le pic maculé, c'est comme un peu la terreur des jardiniers, de ce que je comprends. Là. Oui, j'ai un immense saule pleureur à l'arrière qui a été, mon Dieu, charcuté, ça n'a pas de bon sens. Il y a un hiver, il était tellement picoré tout le tour qu'il a cassé complètement. Ah, mon Dieu. Okay. Alors, j'ai fait venir un ami qui était un arboriculteur. Il m'a pris une branche, il l'a redressée, on l'a fixée avec des tuteurs, puis la branche a recommencé à pousser, puis l'arbre est redevenu correct. Mais chaque année, là, l'écorce est rendue dure. Là, le pic maculé est rendu dans le haut de l'arbre. Fait qu'il fait plus de tort au bas de l'arbre, mais la tête de l'arbre est complètement décharnée, hein, dégarnie. Il a mangé aussi 3 aulnes, 2 saules. Il a pratiquement tué un bouleau gris. En avant, j'ai un sorbier que je voulais garder, qui est tout entouré d'un tuteur de grillage à moustiquaires, parce que tous les arbres qui ont l'écorce lisse, comme les pommiers, les cerisiers. En forêt, sucrés. on voit beaucoup le hêtre à grandes feuilles. Oui. C'est de l'arbre typique des érablières qui a une écorce Une très écorce lisse. Et donc, effectivement, c'est souvent là qu'on va voir C'est plus facile pour lui. Oui. Les petits trous de pic Oui. maculé. Puis là, je me suis dit, est-ce qu'il a passé au gras? C'est la première année que je vois un pic maculé manger autant de gras. Est-ce qu'il a décidé qu'il laissait de côté la sève des arbres? J'aimerais ça, mais ça me surprendrait. Là. Justement, on a un pic chevelu donc, en ce moment. Oui, c'est ça. Puis aussi, ce qui est intéressant d'observer, c'est la dominance de certains oiseaux aux mangeoires. Je te dirais que le plus dominant, c'est le pic à ventre roux. Ah oui? Oui. Puis, quand le jet bleu vient, mais le jet bleu vient moins souvent. Le jet bleu fait peur parce qu'il arrive en ouvrant ses ailes tout grands. Puis il n'est pas capable, avec ses grandes ailes, de rentrer. C'est un petit peu trop bas pour lui, fait qu'il vient moins souvent. Le pic à ventre roux, lui, il ouvre les ailes pour arriver, pour freiner, puis il rentre direct dans la mangeoire où est-ce qu'il y a le suif. Tous les oiseaux s'en vont. Fait que là, il y a la paix. Une cabane, un plateau avec un petit toit, là, en fait. Oui, c'est ça, c'est un plateau, 4 poteaux, et il y a un toit, ce qui fait que le bloc de suif qui est dans sa petite cage est fixé au sol. Colibri qui était dans tes fleurs. Et puis, les fleurs jaunes? Non, les fleurs comme mauve, bleu, qui étaient juste là. OK. Je t'ai interrompu, tu nous décrivais la... Non, c'est correct. Puis j'ai placé le bloc de suif, c'est une sorte qu'on achète dans les magasins, que c'est marqué « all season », pour toute saison. OK. C'est que c'est un bloc de suif qui ne rancit pas. Ils ont rajouté un produit qui est supposément naturel. J'ai appelé la compagnie. C'est une compagnie du Québec. OK. Je voulais savoir qu'est-ce qu'ils mettaient pour l'empêcher de rancir. Puis il me l'a pas dit, mais il dit « soyez assurés que c'est pas toxique pour les oiseaux ». Et donc, le bloc reste entier. Ils ne font pas même à 30 degrés. Ah oui, c'est vrai, il a fait chaud aujourd'hui. Oui. Et puis là, il est à l'épreuve de la pluie parce qu'il est en dessous d'un toit. Donc, il n'y a pas de pluie. Il n'y a pas de gros soleil intense. Puis toutes les petites graines qui tombent ne tombent pas à terre. Donc, ça n'attire pas les moufettes et les ratons laveurs. Ils restent dans le plateau parce que ça m'a permis de voir plein de bébés, plein de juvéniles puis de bébés oiseaux nourris par les parents. Fait que ça a été bon. Pas nécessairement dans la mangeoire... Ils vont pas manger des graines. Ils vont vraiment manger du gras. Sauf que c'est un petit bloc de suif aux 2 jours. Ah, c'est... Plusieurs espèces font 2 nichés. Mais même quand ils ont fini, tant qu'ils ne sont pas partis mois d'août, mois de septembre, là, on voit un changement. Parce que c'est là que les chardonnerets jaunes sont arrivés depuis juste une semaine. Ils n'étaient pas là. Fait que là, j'ai 4 chardonnerets jaunes. Est-ce qu'ils ont fini de nicher? Est-ce qu'ils n'ont pas niché? Ils nichent tard, eux autres, d'habitude, même au mois d'août, je pense que j'avais lu. Ils peuvent se nourrir pas mal de fruits aussi, donc... Non, ils mangent des graines, eux autres. Mais ils aiment beaucoup les graines de mauvaises herbes. Tu sais, les chardons, les pépiques, Il faut attendre qu'ils soient montés en graines pour qu'ils se nourrir. Puis j'avais lu quelque part qu'ils aimaient beaucoup faire leur nid avec les soies des asclépiades. Donc, c'est pas là encore. Les asclépiades viennent à peine de commencer leur floraison. À part de ça, au niveau des plantes, c'est mes colibris en ce moment que je voudrais bien gâter. Mais j'ai 1 semaine, à peu près à 2 semaines, fin juin, où j'ai presque pas de fleurs à colibri. Ça donne comme ça selon les plantes que j'ai. Fait que dans 2 semaines, le colibri va être gâté. Mais là, heureusement, il y a les abreuvoirs à nectar. J'ai pensé m'acheter un chèvrefeuille qui, lui, est en fleurs déjà, là, théoriquement. J'ai vu ça chez des amis. J'ai dit, bon, il est en fleurs, c'est ça que ça me prend pour les colibris. Je ne sais pas comment ils font, les oiseaux, pour découvrir qu'il y a un bosquet de mélangés. Oui, troglodytes familiers. Tous les gens qui ont un jardin d'oiseaux l'hiver, puis qui nourrissent les oiseaux, je les encourage à faire cet essai-là sans garder toutes les mangeoires. Peut-être conserver une seule mangeoire avec du
du tournesol. Si c'est possible de s'installer une petite cage à suif puis de la rendre à l'épreuve des intempéries. Moi, chez moi, on n'a pas beaucoup d'espace, alors le tournesol en été, ça fait trop de graines. Puis même si tu mettais un ramasse-graines. Moi, j'en mets un, puis c'est parce qu'il y a des oiseaux qui viennent dans le ramasse-graines puis qui pitchent les graines à terre. Ah oui. On a le grand chanteur, on a la tourterelle. Mais moi, je trouve qu'il faut vraiment avoir le moins de graines possible à terre, au sol, parce que j'ai une belle moufette qui vient la nuit. Puis, ils ne viennent pas pour ça. Les moufettes viennent plutôt pour les vidanges. Non, mais moi, j'ai pas de vidange. Non, ce qu'ils mangent chez moi, c'est que le fait qu'il y a des graines par terre, le sol est plus meuble. Ça pourrit, tu sais, ça se composte, ça fait que c'est mou, et il vient manger les vers blancs qui sont dans la pelouse. Juste autour. Puis on voit ces marques la nuit, là. Il brise rien autour, moi. Il n'est pas dans le jardin, il est en dessous des mangeoires. Et puis il fait des trous, puis il mange tous les insectes qu'il y a dans la pelouse. Profite C'est une grosse moufette, là. Une belle grosse, là, avec 2 grosses lignes blanches, là. Écoute, Camille, merci beaucoup. C'est toujours agréable d'être accueilli dans ton jardin, de pouvoir discuter un peu, de pouvoir voir. J'espère que les gens... Je pense que là, on a sûrement capté pas mal de chants d'oiseaux aussi. Fait que les gens vont pouvoir écouter puis essayer de repérer. Ce qui est agréable aussi, j'ai l'impression que au-delà des quelques espèces là, un peu exceptionnelles dont on a parlé, tous ces oiseaux-là qui adoptent des comportements intéressants, que ce soit le brunant chanteur, on voit la tourterelle triste, le moqueur-chat, les mésanges à tête noire, c'est quand même des oiseaux typiques du jardin québécois. Oui. Qu'on va retrouver là, à la grandeur de Chardonneret, à la grandeur du Québec, là, que ce soit dans les Laurentides, sur la Côte-Nord, en Outaouais, dans le Bas-Saint-Laurent. Vraiment. Puis on a beau penser que c'est des oiseaux communs qu'on voit partout. Moi, je t'avoue que je suis encore fascinée de leur comportement, leur vie, leur nidification, comment ils sont un par rapport à l'autre. Et aussi, notre jardin nous donne l'occasion de regarder les comportements entre les espèces aussi, parce qu'on les rapproche de façon un peu artificielle, tu sais, avec quand on les nourrit. Mais l'été, ils retournent dans la forêt, puis ils font leur vie d'oiseaux, puis ils viennent ici juste en vacances. Oui, c'est pratique. Ça, c'est pratique. On a une belle source de nourriture pas trop loin. Oui. On élève les petits, puis après ça, on s'en va. Oui, c'est ça. Fait que ça dure pas assez longtemps. Ah, c'est sûr. L'été, oui, on a toujours l'impression que ça dure pas assez longtemps, en effet. Mais pour les ornithologues, on a quand même hâte que la migration reparte. Oui, c'est vrai. Bon, merci beaucoup, Camille. Ça me fait plaisir, tu reviendras. Et voilà, c'est tout pour Tous aux oiseaux. Québec Oiseau vous invite à participer à l'Inventaire canadien des plongeons huards. Ce programme s'adresse à des personnes visitant régulièrement un même lac durant l'été. Un formulaire, papier ou en ligne, vous permettra de retranscrire chacune de vos observations liées à la nidification de cet oiseau emblématique du Québec. Que vous soyez propriétaire riverain, plaisancier, campeur ou pêcheur, profitez de vos activités estivales pour aider les plongeons huards. Certains en font une activité familiale ou même une tradition perpétuée d'année en année. Enfin, les groupes et associations peuvent aussi être d'une grande aide en se joignant collectivement au programme. Vous trouverez tous les détails liés à l'inventaire sur le site de Québec Oiseau dans l'onglet « Protéger les oiseaux, sciences participatives ». Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bel été sur les routes du Québec, de belles observations, et on se revoit au début de la migration en août.